Des missiles se sont abattus sur Israël depuis le Liban et l'Iran alors que la guerre atteint un point critique. La nouvelle ligne rouge du président Trump: ouvrez le détroit d'Ormuz ou nous détruirons votre réseau électrique. Le CGRI va-t-il céder à son ultimatum dans les prochaines 24 heures ou au contraire s'entêter? À suivre dans le prochain volet. Les dernières 24 à 48 heures ont été complètement folles. Nous sommes toujours à distance. Et cette semaine, nous avons en fait notre propre correspondante sur le terrain, Émilie Schrader, militante des droits humains et journaliste. À la frontière libanaise, nous avons Sagan Farhadi, qui est une excellente experte de l'Iran au Centre de Jérusalem pour les affaires étrangères, et Shoshana Kitz-Jaskol, fondatrice de Homat Nashim. Passons à toi, Émilie, à la frontière du Liban. Oui, d'accord. Juste quand tu t'es tourné vers moi, une énorme explosion a eu lieu derrière moi, au-dessus des collines, à la frontière libanaise. Derrière moi, tu vois la verdure, c'est le territoire libanais. Je porte un gilet pare-balles actuellement au cas où des éclats seraient projetés par un tir de missile. Maintenant, rien que ces derniers jours, depuis que le Hezbollah s'est officiellement impliqué dans cette guerre, plus de 1000 missiles et drones ont visé le nord. Il y a des centaines de milliers d'habitants ici, des civils qui sont pris pour cible presque toutes les heures, donc la situation est très risquée ici. On m'a dit qu'en cas de sirène ici, je n'aurais pas le temps d'aller à un abri. Je devrais juste me jeter au sol. Il est aussi possible que je doive me déconnecter. On verra bien. J'espère tenir jusqu'à la fin de l'épisode. Aïe donc, mais oui. Je fais mon reportage ici et j'espère que nous pourrons voir une certaine stabilité revenir dans le sud. Nous ne voulons pas assister à une nouvelle évacuation comme celle que nous avons déjà vue. Mais je veux dire, je pense que la façon dont les médias internationaux et même en Israël, il n'y a pas vraiment de prise de conscience de la gravité, du caractère catastrophique de cette situation. Beaucoup d'habitants ici, dans le nord d'Israël, sont sous de très lourds tirs de roquettes et de missiles. Nous le ressentons au centre à cause de la République islamique, mais eux subissent en même temps la République islamique et le Hezbollah. Donc, c'est clairement un tout autre front, un tout autre combat auquel nous assistons ici sur le terrain dans la lutte contre la République islamique et vraiment tous ces groupes affiliés. Absolument. Voyez-vous beaucoup de mobilisation de l'armée? Je sais que l'armée israélienne entre maintenant au Liban jusqu'au fleuve Litanie. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que vous sentez que nous allons là-bas? Donc, en venant ici en voiture aujourd'hui, j'ai ressenti un calme et une normalité auxquels je ne m'attendais pas. Quand je suis venue ici pour mon reportage à la frontière peu après le 7 octobre, c'était beaucoup plus désert, presque une ville fantôme. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Je vois des gens, je vois des voitures passer, peu de monde, mais il y a des signes de vie venant des communautés locales. Cela s'explique en partie car ces communautés ont commencé à revenir avec le cessez-le-feu instauré auparavant avec le Hezbollah, même si les FDI agissaient constamment contre les violations du Hezbollah au Liban. Je pense que le retour des gens ici montre la résilience israélienne. C'est la preuve que nous ne reculerons pas, que nous n'abandonnerons pas. Nous n'allons pas abandonner cette région et permettre qu'elle devienne un bastion pour les tirs de missiles et de drones du Hezbollah ou de qui que ce soit d'autre. Donc jusqu'ici aujourd'hui, c'est vraiment inspirant de voir à quel point les habitants à qui j'ai parlé sont déterminés face à ce qui se passe en ce moment. Absolument. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Est-ce que les Libanais en ont assez? Regardons cela un instant. Il n'y a rien de plus traître que ça, rien de plus criminel que ça. À mon avis, le Hezbollah a trahi sa propre communauté alors qu'elle dormait. Et il a lancé les roquettes sans même les prévenir. Parce que, soi-disant, 2 jours avant, le gouvernement et le président Berry avaient donné leur accord qu'ils n'interviendraient pas dans l'affaire. Les gens criaient et tentèrent de se ressaisir sans savoir quoi faire dans ce genre de situation. Israël avait maintenant un prétexte pour riposter, je sais bien qui a été le plus traître. D'habitude, l'ennemi israélien prévient avant de frapper le Hezbollah, mais là, ils ont lancé les roquettes avec un sang-froid total. Il supporte ce que les autres ne peuvent pas. Il a tiré des roquettes, il aurait dû les mettre au courant. S'il veut se suicider, qu'il aille se suicider à Téhéran, pas au Liban. Nous, on veut vivre.
Hezbollah nous a enchaînés dans notre pays. Si nous étions restés à l'écart, rien de tout cela ne serait arrivé. Alors, Ganj, est-ce que les Libanais disent que ça suffit? Penses-tu que c'est le début de la fin de la République, du proxy le plus toxique de la République islamique d'Iran? Je le pense toujours. Chaque fois que les gens se réveillent et ouvrent les yeux sur la nouvelle réalité et qu'ils sont prêts à dire stop, c'est comme une pierre qu'on retire de sa chaussure. Donc oui, je le pense et j'en suis vraiment heureuse. Je ne suis pas une experte du Liban ou quoi que ce soit, mais d'après ce que j'entends sur les réseaux sociaux et ce que disent beaucoup de gens, vous savez, le Liban est un endroit génial pour la vie nocturne et les fêtes. Et en tant que jeune femme, j'ai juste tellement envie d'y aller et de m'amuser avec eux. Et quand je parle avec des Libanais, ils sont tellement prêts à ouvrir les frontières et à venir ici. On ira là-bas, on fera la fête à la fois au Liban et en Israël. Et tu sais, les gens et la lumière l'emporteront sur tout le reste. Amen. Shoshana, à quel point sommes-nous tous épuisés? Tu sais, on me demande tout le temps lors de mes interviews dans les médias, comment Israël tient-il le coup? Comment Israël tient-il le coup? Je rappelle aux gens que nous sommes très résilients et faisons face à cela depuis 2 ans et demi. Nous avons maintenant 2 autres guerres au sein de la guerre. Shoshana, que réponds-tu aux gens quand ils te demandent? Tu sais, c'est intéressant, comme tu le dis, c'est un peu une dichotomie parce que tu veux dire qu'on est forte et en même temps tu es épuisée. Tu sais, tu es épuisée émotionnellement, tu es épuisée physiquement. Les alertes, les sirènes, où est tout le monde? C'est un état de tension constant et quand tu t'assois 1 minute, tu réalises « Oh mon Dieu, je suis épuisée ». C'est un peu comme on dit, ne t'assois pas, tu ne te relèveras pas parce que tu continues, tu avances, tu avances, tu avances, ton adrénaline te pousse. Et donc oui, je pense qu'on est à la fois résiliente et épuisée. Et ce que Émilie dit est très vrai. À chaque fois, même si je n'entends pas la sirène, je pense aux gens du Nord qui ont, je crois, entre 5 et 9 secondes. Parfois, ils n'entendent même pas de sirène et subissent des attaques du Hezbollah et de l'Iran, dont le régime sait exactement ce qu'il fait. Ils savent qu'ils frappent une population déjà vulnérable. Et donc, en plus de votre propre état physique, de votre propre anxiété, de vos propres difficultés, beaucoup d'entre nous ressentent vraiment de la compassion pour les personnes qui vivent des situations bien pires. Et c'est beaucoup de poids émotionnel et de choses dont je n'ai même pas envie de parler. Shoshana, c'est intéressant, j'en parlais justement hier soir avec des collègues. Sogan, tu peux sûrement comprendre ça avec tous tes contacts en Iran. Nous subissons la pression de notre communauté, notre sentiment d'urgence et le risque imminent, ainsi que celle de toute la nation. Nous la ressentons aussi de toute la communauté juive, qui fait également face à un antisémitisme fou et à des attaques continues, même à l'étranger, ainsi qu'à une menace croissante de la République islamique d'Iran. En tant que personne en contact direct avec de nombreux Iraniens en Iran, je ressens aussi pour eux ce stress permanent. Ce n'est pas un conflit que, vous savez, nous avons voulu. Nous voulons que l'Iran soit libre, nous voulons que ces personnes soient libérées, mais c'est très très lourd. C'est émotionnellement éprouvant tout le temps de voir ce qui se passe, de s'inquiéter de ce qui arrive, de s'inquiéter pour la sécurité des personnes avec qui je parle. Certaines personnes à qui je parle risquent des ennuis rien qu'en me parlant en Iran. C'est un lourd fardeau à porter. Évidemment, ce n'est pas aussi grave que d'être en première ligne comme certains en Iran, même si l'on n'est pas directement visé, mais proche des cibles. Mais c'est très éprouvant. C'est une situation lourde. Comment les gens réagissent-ils à cela? Est-ce une nouvelle phase? Sont-ils plus déterminés? Disent-ils, finissons-en une bonne fois pour toutes? Parce qu'il y a 1 an ou un peu plus d'1 an, on avait dit aux habitants du Nord de revenir parce que la menace du Hezbollah avait été, d'une certaine manière, éliminée ou réduite au point qu'ils pouvaient retourner vivre là-bas. Y a-t-il du ressentiment ou bien est-ce plutôt arrêtons de tourner autour du pot et réglons ça une bonne fois pour toutes? Ça fait des décennies. Oui, je pense qu'il y a ce sentiment de frustration, mais aussi, d'après ce que j'ai pu voir ici, même en étant là depuis peu de temps aujourd'hui, il y a clairement une détermination. Je dirais même encore plus que ce qu'on a vu après le 7 octobre, il y a vraiment une détermination à aller jusqu'au bout. Le gouvernement demande d'accomplir la mission, mais ne fait pas confiance ni ne dépend de la communauté internationale. Quand on regarde ce qui s'est passé au Liban, la résolution 1557 de l'ONU demandait le désarmement du Hezbollah.
Après cela, la résolution 1701 de l'ONU a demandé au Hezbollah d'évacuer toute la zone au sud du Litani, donc à l'intérieur du Liban, au sud du Litani. Rien de tout cela ne s'est produit. La FINUL a reçu un mandat de plusieurs milliards de dollars pour cette mission, mais n'a rien fait, certains ayant même collaboré avec le Hezbollah. Affaibli par les FDI depuis le 7 octobre, le Hezbollah a tout de même reçu près d'1 milliard de dollars de son principal soutien, la République islamique d'Iran, au cours de l'année écoulée. Ils se sont reconstruits durant ce soi-disant cessez-le-feu, bien que très fragile. C'est extrêmement frustrant pour les habitants ici, vraiment. Mais c'est le moment à la fois sur le front avec la République islamique et sur le front avec le Hezbollah. C'est le moment d'en finir avec cela. Et je voudrais juste ajouter une chose de plus à propos des Libanais, parce que cette vidéo était très révélatrice. De plus en plus de Libanais s'expriment, surtout sur les réseaux sociaux arabophones, fatigués de la colonisation de certaines zones du Liban. Des villages entiers de l'autre côté de la frontière ont été pris par le Hezbollah, parfois par des officiers des gardiens de la révolution islamique qui collaborent avec eux ici. C'est une occupation par le régime islamique iranien et les Libanais commencent à en parler de plus en plus. Et, vous savez, malgré le fait qu'ils soient considérés comme des ennemis de l'État d'Israël, ils s'en rendent compte. De plus en plus nombreux sont ceux qui réalisent que c'est Israël qui sera finalement le facteur décisif face au Hezbollah et qui, espérons-le, pourra finalement restaurer la souveraineté du Liban. Je suis d'accord avec vous. Je pense qu'en fait, la grande différence que je vois entre maintenant et il y a 1 an et demi, ou il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, c'est que les Libanais eux-mêmes disent que ça suffit. Qu'est-ce que ce conflit nous a réellement apporté? Nous avons sombré, nous avons dégringolé en tant que pays. Ils ne prennent pas soin du peuple. Hezbollah, et c'est le même genre de discours, c'est le même discours que j'entends aussi de la part des gens en Iran. Ce sont des occupants islamistes de notre terre. Vous l'entendez en Iran et vous l'entendez au Liban. Et vous savez, d'une certaine manière, cela me donne de l'espoir. Peut-être que nous assistons dans cette région à la grande décolonisation islamique. Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Et si c'est le cas, alors oui, il faut se préparer à ce que cela prenne un peu de temps. Pensez-vous que c'est le sentiment actuel? Je pense qu'il y a clairement ce sentiment. Je veux dire, presque tous les Iraniens à qui j'ai parlé seraient d'accord avec cela. Et il semble effectivement y avoir un effort pour remettre l'accent sur de nombreuses petites communautés autochtones à travers toute la région. Je veux dire, cela concerne les Berbères au Maroc, les Kurdes en Syrie, tous ces différents groupes minoritaires qui existent au Moyen-Orient, qui ont été colonisés et islamisés par des forces occupantes et colonisatrices, que ce soit il y a des milliers d'années ou plus récemment, dans certaines régions. C'est quelque chose contre lequel on commence à voir les gens se rebeller. Et je pense que c'est tout à fait justifié compte tenu de l'impact qu'ont eu certains de ces régimes, surtout lorsqu'on regarde le régime islamique en Iran. Eh bien, en parlant de l'Iran, Sogan, tu sais, maintenant nous avons cette situation où Israël a été bombardé au cours des dernières 48 heures comme nous ne l'avions jamais vu auparavant. Au milieu de civils, tu sais, dans un immeuble au cœur d'une population civile. Nous avons aussi vu un groupe, une partie d'une série d'entre eux, tomber dans la vieille ville de Jérusalem, qui se trouve à seulement quelques mètres de la mosquée Al-Aqsa, du mont du Temple, de l'église du Saint-Sépulcre, du mur occidental. Est-ce que cela a un impact sur ce que les gens en Iran disent? Et qu'en est-il du fait que le monde se rend compte qu'ils peuvent réellement envoyer un missile intercontinental jusqu'à l'océan Indien, ce qui donne l'impression ou indique qu'il pourrait aussi atteindre l'Europe? Penses-tu que cela rend la situation plus concrète pour les gens, Sogand? Eh bien, tu as abordé tellement de sujets. Je vais donc commencer par celui d'Al-Aqsa. Je trouve ça assez drôle parce qu'au début de tout ça, le 7 octobre, quand le conflit est devenu réel avec l'Iran directement, ils ont appelé ça Toufan al-Aqsa. Je me dis, mais vous venez de déclencher votre Al-Aqsa. Je dis ça comme ça. Ça, c'est une chose. Et concernant Arad et Dimona ici en Israël et la population civile, les messages que j'ai reçus, les gens pleurent. En Iran, ils pleurent à cause des photos, des vidéos et des médias sur les réseaux sociaux et ils sont simplement en deuil pour les nôtres et ils nous remercient parce que nous sommes les personnes directement sous ce régime
qui subissent toute la violence en ce moment, ou du moins la majeure partie. Ils le reconnaissent. Ils admettent que c'est nous qui encaissons ici. Oui, oui, ils le savent et ils nous remercient. Enfin, je ne sais pas comment le dire. Peut-être juste d'encaisser tout ça pour leur propre liberté et simplement pour les aider. Et vous savez, c'est vraiment touchant parce que cette semaine, peut-être que je vais juste faire le lien. Je suis assise par terre en ce moment parce que j'ai eu un accident. Accident de voiture, du coup. Vous savez, je suis juste en train de me remettre. C'est ma première interview après toute cette semaine. Et vous savez, les messages que j'ai reçus pour Nourous et pour tout ça, ils les entendent tout le temps. Ils consultent les médias tout le temps et ils n'ont pas d'abri. Ils n'ont pas d'abri. Ils n'ont pas de sirène. Ils n'ont aucune alarme. Ils n'ont personne pour les prévenir, mais ce n'est même pas nécessaire. Mais vous savez, ils ont le porte-parole de Tsahal en persan qui les alerte de certaines choses. Et vous savez, c'est fou. J'ai l'impression que c'est surréaliste qu'ils soient autant avec nous. Comme un pays de 90 millions d'habitants qui se tient aux côtés d'un pays de 10 millions d'habitants, ça me sidère à chaque fois, encore et encore. C'est juste. Je suis en larmes en ce moment, monsieur. Non, je suis désolée. Sagam Farhadi, tu as 100% raison. Et le fait qu'ils t'envoient des messages alors qu'ils ont à peine accès à Internet, c'est l'autre chose. Ils sont toujours en coupure totale. Shoshana l'a fait samedi soir. Je sais que tu habites près et que tu as vécu pendant de nombreuses années à Bechmish, où il y a eu le véritable premier carnage des attaques de roquettes. Et maintenant, il y en a un autre à Arad. Tu penses que ça change quelque chose pour nous? Bonne question. Je me demandais pareil. Combien de temps pouvons-nous supporter ou encaisser ça? Combien de temps? Tu sais, je pense qu'il y a aussi un aspect psychologique là-dedans. Quand tu crois que ça va être rapide, que ça va aller vite, tu te dis, d'accord, je peux le faire. Mais plus ça dure, tu sais, et je ne sais pas si les gens y pensent, mais Pessah approche. Tous les plans pour Pessah. Les miens ont changé 5 fois parce que la famille devait venir. Ils ne peuvent pas venir. La famille qui est ici ne peut pas partir. Le programme auquel nous devions participer a été annulé à la dernière minute. Personne ne sait ce qui se passe. Et donc, il y a tellement de niveaux, comme Émilie le disait, il y a tellement de couches d'anxiété, d'inquiétude, d'espoir et de souhait. Et par-dessus tout ça, il y a des gens qui meurent. C'est-à-dire que ce n'est pas théorique, ce n'est pas juste tiens bon, ce n'est pas juste reste chez toi dans ta pièce sécurisée parce que beaucoup de gens n'ont pas de pièce sûre chez eux. Beaucoup de gens, nous faisons partie des très chanceux. Nous en avons une chez nous et nous avons de la place pour accueillir des gens. Et les gens, la plupart des gens, beaucoup de gens n'ont pas ça. Vous savez qu'un couple de 70 ans à Tel Aviv a été tué en essayant de rejoindre une pièce sécurisée. Ce n'est pas normal. Vous savez, c'est un chiffre, mais ce ne sont pas des chiffres. Ce sont des personnes. Et c'est vraiment, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et j'ai l'impression que je ne sais pas. La réponse, c'est que je ne sais pas combien de temps le pays, et d'ailleurs, personne ne parle même du fait de combien de milwim, combien de soldats ont été rappelés, comme des soldats européens rappelés. Certaines familles n'ont toujours pas leur mère ou surtout leur père à la maison. Et il y a beaucoup d'incertitudes. Donc oui, c'est effrayant. Et oui, C'est difficile. Je veux simplement dire, non pas pour te contredire, mais j'ai quand même envie de le dire. Après avoir parlé à des habitants du Nord et à quelques soldats ici présents, je pense que le fait que nous affrontions en réalité la tête du serpent en même temps a donné un nouvel élan, tu sais, plus de motivation à certains de ces réservistes qui sont rappelés à nouveau. Ils pensent que cette fois, cela pourrait changer, surtout avec le Hezbollah. Plusieurs guerres n'ont jamais vraiment réglé la situation car ils ne finissent jamais le travail. Beaucoup de personnes à qui j'ai parlé espèrent que la réalité pourrait être différente, car nous affrontons aussi la République islamique. Moi aussi, j'ai de l'espoir. Je ne veux pas m'avancer en étant trop optimiste. Et je ne suis pas quelqu'un de très optimiste en général, mais je pense qu'en ce moment, les choses vont dans la bonne direction. J'espère que cela va continuer, honnêtement, pour le bien de toutes les personnes concernées. Je ne pourrais pas être plus d'accord. Et hier, je parlais à un soldat qui m'a dit, alors qu'il s'apprêtait à partir pour le Liban, « Regardez, mon père a dû aller au Liban. Je vais au Liban maintenant pour éviter à mes enfants d'y aller. Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Maintenant que nous savons cela, jusqu'à présent, gérer le Hezbollah revenait à mettre un pansement, un sparadrap sur un problème. Une fois que vous en avez fini avec la tête du serpent et que vous l'avez coupé, alors vous avez éliminé la menace stratégique du Hezbollah pour toujours. Et à ce sujet, vous savez, on nous pose constamment la question et je sens que les gens sont très impatients. Vous savez, on me demande tout le temps quand est-ce que ça va se terminer? Et je me dis, nous sommes en train d'éliminer la plus grande menace pour l'humanité. Pensiez-vous vraiment que cela allait se faire en 2 semaines? Pensiez-vous vraiment que cela se ferait en 3 semaines? Et maintenant, la question suivante qu'on me pose et que je veux vous soumettre à tous est quand le peuple iranien va-t-il se soulever et en est-il capable? Et ce que je leur réponds, c'est que tout d'abord, nous devons faire tout ce que nous pouvons pour leur faciliter la tâche afin qu'ils puissent se soulever. Bien sûr, cela dépendra d'eux au final, mais nous devons les aider. Ils n'ont pas d'armes, ils sont sans défense, ils sont sous le joug de ces islamistes depuis 47 ans. Donc, nous devons réduire autant que possible leur capacité à combattre leur propre peuple. Cela ne va pas prendre 2 semaines et demie. Les gens semblent être, c'est comme si nous étions à l'ère du TDAH, à l'ère de la gratification instantanée et aussi à l'ère où les gens ne savent pas à quoi ressemble une vraie guerre. Et la question qui revient sans cesse, c'est, d'accord, pourquoi cela prend-il autant de temps? Et est-ce que le peuple iranien pourra se soulever? Et je dis que plus nous en faisons, plus ils auront de chances de faire leur part aussi. Je pense que le soulèvement du peuple iranien a été explicitement encouragé par le président Trump, le premier ministre Netanyahou et Reza Pahlavi. Le prince héritier Pahlavi? À ne pas encore descendre dans la rue. C'est dangereux car de nombreuses bombes sont larguées sur ces cibles et points de contrôle assiégés par les gardiens de la révolution. Je pense vraiment qu'un nouveau soulèvement aura lieu. Je pense que les gens descendront dans la rue, je ne sais pas quand, mais tant que les bombardements continuent, Téhéran a subi d'énormes frappes la nuit dernière. Il ne faut pas s'attendre à ce que les gens descendent massivement dans la rue en même temps, surtout après presque 3 semaines consécutives de coupure d'Internet. Très peu de personnes ont accès à Starlink. D'ailleurs, on peut être condamné à mort rien que pour en posséder un en ce moment en Iran. Peu de personnes y ont accès, ce qui complique la mobilisation dans les rues. Ce n'est pas impossible, mais cela rend les choses plus difficiles. Ce n'est clairement pas encore le moment et je suis d'accord avec toi. C'est comme si les gens avaient oublié, surtout en Occident, ce que sont vraiment les guerres, parce qu'ils vivent dans une société tellement privilégiée depuis plusieurs générations maintenant aux États-Unis qu'ils n'ont tout simplement aucune idée de la réalité de la guerre. La guerre est une chose horrible et laide où des innocents meurent partout. Je veux dire, cela arrive quelle que soit la moralité de la cause. Des innocents, y compris des enfants, vont mourir. C'est ce qui se passe pendant la guerre. C'est pour ça qu'on ne commence pas de guerre. Nous ne voulons pas que cela arrive. Exactement. La réalité, c'est que si nous ne le faisons pas, ce sera pire et il y aura encore plus de morts des deux côtés. Exactement. Nous évitons une 3e guerre mondiale. C'est exactement ce que nous faisons. Alors, Sagand, est-ce que tu vois cela chez les gens que tu connais, chez tes proches, chez les personnes que tu connais là-bas? Est-ce que tu vois ou entends des signes que les gardiens de la révolution islamique, il y a des défections, du découragement, qu'ils se retournent les uns contre les autres ou qu'ils sont assiégés? Est-ce que tu le ressens? Parce que je pense que c'est vraiment ce dont nous avons besoin pour que la situation s'inverse et aille dans la bonne direction afin que les gens puissent prendre le contrôle en Iran. Oui, donc les personnes que je connais ne viennent pas de Téhéran. La plupart d'entre elles ne viennent pas de Téhéran. Et d'accord, toutes les personnes à qui je parle ces jours-ci ne viennent pas de Téhéran. Mais je pense qu'on peut voir que les gardiens de la révolution et tout le régime sont en train de craquer en menaçant réellement l'Europe et tout le monde occidental. Quand on voit ce régime qui essaie d'être si diplomatique et qu'on les a vus il y a environ 1 mois aller à Genève en costume, cravate et tout, on voit à quel point ils sont juste effrayés. Ils ont tellement peur pour leur légitimité, ils ne sont même plus légitimes, mais ils ont juste peur pour tous leurs projets idéologiques au point de menacer le monde entier. Et on peut le voir à travers leurs attaques contre Chypre et toute la région du Golfe. C'est donc le signe qu'ils sont en train de craquer.
Et c'est mon point de vue parce que, vous savez, quand une idéologie est en jeu et qu'on essaye d'éliminer des gens, il y a toujours quelqu'un pour les remplacer. Toujours d'accord avec vous? Mais il y a une identité qui n'a pas de remplaçant et c'est Dieu. Et quand tu essayes de combattre leur Dieu, tu vois ce que je veux dire? C'est juste que c'est ça leur idéologie. Et à un moment donné, je pense qu'à un certain point, les gens comprendront que leur Dieu ne veut pas qu'ils le fassent. Je veux dire, c'est optimiste, mais peut-être qu'ils comprendront simplement que le Dieu en lequel les gens croient, ce n'est pas comme s'il leur donnait la légitimité des raisons. Il ne t'aide pas à gagner. Oui, mais le point, Shoshana, je veux dire, avec cette idéologie, ils couleront avec le navire, n'est-ce pas? En parlant de ça, que va-t-il arriver avec cet ultimatum de 48 heures de Trump? À ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Je pense que tu as totalement raison. Quand ils n'ont plus rien, ils préfèrent mourir plutôt que de se rendre. Oui, C'est ça. C'est comme Hitler dans le bunker. oui. Il va juste faire tout ce qu'il peut jusqu'à sombrer avec son navire. Et eux, ce régime, qui est évidemment bien plus grand que nous, Ou du moins, j'ai compris qu'ils arrivent à fonctionner. Même si la tête du serpent est actuellement indisponible et introuvable. On ne sait pas s'il est blessé, à quel point il est blessé, s'il est disponible, tu sais, s'il est vraiment en vie ou non, mais il continue quand même de fonctionner. Et pour moi, c'est comme les soubresauts de l'agonie, tu vois, comme quand tu es acculé dans un coin, que tu es en train de mourir et que tu n'as plus rien d'autre à faire, tu vas juste lancer tout ce que tu peux. Donc pour moi, il semble que c'est ce qu'ils font. Et je ne sais pas. J'avoue, je retiens aussi mon souffle en attendant de voir ce qui va se passer. Je pense qu'ils vont reculer. Enfin, si tu me demandes, je pense vraiment qu'ils vont reculer parce que Trump ne recule pas. Il est vraiment, vraiment à fond dedans. Tu ne veux pas faire un bras de fer avec Trump, Emily? Non, non, absolument pas. Je veux dire, en ce qui concerne cette exigence de 48 heures que nous avons entendu Trump formuler à propos du détroit d'Ormuz et de toute cette question, je pense que cela soulève en fait un problème intéressant, une situation délicate pour toute cette guerre. Et c'est que Trump menace de cibler les centrales électriques en Iran. Maintenant, certaines de ces centrales électriques sont très spécifiquement liées à des sites du CGRI et fournissent l'électricité à certains de ces éléments à l'intérieur du pays. Mais certaines d'entre elles sont vraiment civiles et les endommager causerait d'énormes dégâts au peuple iranien, ce qui arrive parfois en temps de guerre. Mais le problème qui se pose ici, c'est que cela fonctionne en réalité à l'avantage militaire du régime lui-même. Parce que lorsque le peuple iranien souffre, c'est mieux pour eux, car ils diront « Oh, regardez ce que l'Amérique vous fait ». Nous sommes les seuls à vous défendre, ce qui bien sûr n'est pas vrai, mais cela sera utilisé comme un outil pour rallier le soutien intérieur. Et donc, c'est un facteur supplémentaire ici. Le régime lui-même non seulement ne se soucie pas du peuple iranien, mais il veut en réalité voir le peuple iranien souffrir davantage afin de renforcer un soutien interne qu'il n'a pas actuellement. Je pense que nous devons bien réfléchir à la façon d'aborder certaines cibles qu'on utiliserait normalement contre un ennemi comme la République islamique. La situation est difficile. Et je pense que c'est une raison de plus pour laquelle nous devons voir un soutien international aux opérations américaines dans le détroit d'Ormuz. C'est leur sécurité, c'est leur énergie, encore plus que celle des Américains. L'Europe et d'autres États doivent prendre leurs responsabilités et aider à sécuriser cela pour éviter des mesures nuisibles à la population, je pense. Je suis tout à fait d'accord. Et je veux dire, il est alors très difficile de distinguer ce qui relève du réseau des gardiens de la Révolution et ce qui relève du réseau civil. Et comme vous le dites, mais vous savez, c'est la stratégie du Hamas. C'est le manuel des cultes de la mort djihadiste. C'est une stratégie pour que leur propre peuple meure. C'est une stratégie pour que leur propre peuple souffre. C'est tout le principe. Donc ce sera très intéressant à voir. Mais vous savez, en ce qui concerne les autres pays dans le monde, je veux dire, chaque jour apporte une nouvelle déception. Et je pense, si Dieu le veut, quand nous serons de l'autre côté de ce conflit, je pense que le président Trump et les personnes comme nous qui ont joué un rôle clé dans la réduction de la menace pour la civilisation, eh bien, il y aura beaucoup de réflexions sur ce qui va se passer avec l'OTAN, sur ce qui va arriver à ces grandes organisations internationales qui se sont révélées complètement inutiles. La plupart du budget de l'OTAN provient des États-Unis. Je pense que Trump dira « Vous n'étiez pas là pour moi, alors débrouillez-vous maintenant ».
Cela leur posera problème quand la Russie fera ce qu'elle veut après la guerre. Mais sur ce point, même si Émilie est à la frontière du Liban, nous allons continuer avec notre rubrique préférée, le salaud de la semaine. Émilie, commençons par toi avant qu'on ne te demande de partir. D'accord. Le mien ressemble beaucoup à l'endroit où je suis actuellement. Mon salaud de la semaine, c'est Steve Sweeney, qui est journaliste pour RT, la chaîne de propagande d'État russe. Cette semaine, il a publié une vidéo depuis l'intérieur du Liban en faisant un reportage depuis l'une des zones que l'armée israélienne avait exigé d'évacuer parce qu'ils avaient annoncé qu'ils allaient y opérer. Il a ignoré l'avertissement. Voyez ce qui est arrivé. D'autres attaques à la roquette ont été signalées contre Naharia. Comme vous le voyez, il a été blessé dans cet incident, mais légèrement. Cependant, il était dans une zone où il savait ne pas être autorisé. Et ce que je préfère dans tout ça, c'est qu'après coup, il a publié sur les réseaux sociaux qu'Israël l'avait intentionnellement pris pour cible. Bien sûr, des milliers de commentaires disent que personne en Israël ne sait qui il est. Je n'avais jamais entendu son nom avant cet incident. C'est donc amusant qu'il joue les martyrs dans cette affaire. Il a nié que les FDI aient demandé d'évacuer la zone et a affirmé qu'aucun avertissement n'avait été donné. Et puis, si tu vas sur ses propres réseaux sociaux, il avait publié quelques jours avant que les FDI avaient averti d'évacuer ces zones. Donc, évidemment, ce type est un menteur, un véritable charlatan en ce qui concerne ce conflit. Et aussi, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans le tweet lui-même, au lieu d'écrire Israël, il a écrit Israël avec un signe dollar à la place du S parce que, tu sais, le complot sioniste est tellement maléfique. Mais l'exagération de ces gens, je veux dire, ça fait vraiment du tort. Et en tant que journaliste, c'est tellement offensant parce que ça induit activement le public en erreur sur cette situation et ce conflit. C'est dommage car cela apparaît dans de nombreux réseaux médiatiques, comme RT, les médias d'État qatari, comme Al Jazeera, mais aussi chez d'autres, y compris les médias américains qui reprennent ces absurdités. Et c'est frustrant parce que, vous savez, en étant ici sur le terrain, il y a des soldats dont la vie a été mise en danger à cause des mesures que nous avons prises pour nous assurer que les civils ne soient pas pris pour cible, que les civils ne soient pas blessés. Les journalistes au Liban ne sont pas blessés. Steve Sweeney, tu es mon salaud de la semaine. Un salaud tout à fait méritant. Et quel narcissique de dire ça. Oh, ils me prennent pour cible. C'est comme si toi, Émilie, tu disais, oh, les gardiens de la Révolution savent que je suis ici. Ils vont m'envoyer un missile. Dieu merci, nous ne prenons pas. C'est plus probable, Émilie. Tu es sur leur liste noire. Et Dieu merci, ce n'est pas une émission en direct. D'accord. Sagan Farhadi, qui est ton salaud de la semaine? Oh, c'était vraiment dur de choisir. Pourquoi est-ce de plus en plus difficile à chaque fois? Donc, cette semaine, mon salaud de la semaine, c'est Francesca Albani. Oh, Elle est déjà la raison. D'accord. vas-y. Donc, aujourd'hui commence à Genève le sommet autour de son nouveau rapport qui s'appelle Torture et génocide. Eh bien, j'ai regardé. Eh bien, tu peux le voir. J'ai regardé et il y a tout le programme, ce qu'ils font chaque jour, de quoi ils parlent. On résume tout et tout. Rien de tout ça? Commençons par le fait que le mot génocide, ce n'est pas le bon mot pour ce qui s'est passé à Gaza. Laisse tomber, laisse tomber. Francesca Albanese, où es-tu toi, la rapporteuse des droits de l'homme à l'ONU? Où étais-tu en janvier? Où es-tu maintenant alors que les gens sont en guerre et qu'ils sont coupés de toute communication? C'est une guerre, un véritable crime de guerre. Essayez de priver les gens de leur propre droit de communiquer avec leurs proches, avec leur peuple, de pouvoir dire au reste du monde ce qui se passe en Iran en ce moment. D'accord. Et laissez-moi vous dire qu'à Gaza, ils avaient un accès total aux communications pour essayer de répandre toute la propagande partout. Alors, s'il vous plaît, le seul endroit où il y a des tortures et des comportements génocidaires, c'est en Iran, commis par les gardiens de la Révolution qui ont amené les gens de Gaza dans le même état. C'est exactement le même lien. Alors, s'il vous plaît, si vous êtes une militante des droits humains et une journaliste, faites des recherches. Merci. Ma drogue, c'est tout. Sagan Farhadi, merci d'avoir mentionné la rapporteuse spéciale pour les régimes totalitaires
homophobe et misogyne. Cela devrait vraiment être son titre parce que cette femme, il n'y a pas un seul régime totalitaire insensé qu'elle ne soutienne pas. Nous l'avons reçue très souvent dans l'émission. Merci pour votre point de vue. Oui, une conférence qui parle de génocide et de torture, mais qui ne mentionne pas les principaux génocidaires et tortionnaires du monde actuel. Merci, Sagand. D'accord, Shoshana, qui est ton salaud cette fois? J'ai des salauds internationaux cette semaine, malheureusement. Alors, le premier s'appelle Gabriel Stan. Il a 39 ans et il vient de Stony Point, New York. Vous pouvez voir dans cette vidéo qu'il est employé du service postal américain. Comme ces petits camions blancs qu'on voyait avant, quand j'étais enfant et que je voyais ce camion arriver, je me disais « Oh, le facteur est là, le facteur est là ». C'était tellement excitant. Voir cela sur fond d'attaque antisémite aussi horrible est vraiment très douloureux. Il pousse un petit garçon acidique de 4 ans à Muncie, New York. Il pousse vraiment cet enfant. On ne peut même pas dire qu'il y avait une voiture qui arrivait et qu'il essayait de l'aider. Il s'approche simplement de lui et le pousse de toutes ses forces. Le petit garçon a failli faire une culbute en arrière sur sa propre tête. Et il est poursuivi en justice. Mais ce qui arrive aux Juifs partout dans le monde, et je veux dire en tant qu'Israélienne qui vit beaucoup de ce qui se passe, je veux envoyer de l'amour aux Juifs du monde entier. Parce que non seulement nous voyons cela, nous voyons des attaques contre des synagogues, mais maintenant, juste à Golders Green, qui est un quartier très très juif et religieux de Londres, 3 de leurs ambulances du Hatzalah ont été incendiées. est complètement détruite par des incendiaires. Il y a une vidéo montrant des assaillants masqués. Et c'est comme, au moins ici, nous Savons d'où viennent les tirs ennemis. Comment savoir si votre facteur ou le gars de la boulangerie va s'en prendre à vous ou à vos enfants? Et c'est vraiment, vraiment effrayant comme situation. Donc, ce sont mes salauds de la semaine pour avoir terrifié leurs voisins qui sont simplement juifs. C'est une situation effrayante. Et j'avais beaucoup de peine pour la communauté juive de la diaspora et je voulais dire à tout le monde, les gars, ce n'est pas la bonne voie. Ce n'est pas la bonne voie. Eh bien, cela ne devrait pas être toléré. Tu as 100% raison. Ces gens sont des ordures dégoûtantes. Et je pense qu'on ne parle pas assez du endoctrinement quotidien et constant qui se passe dans ces pays, où 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, les médias disent aux gens que les pires responsables de tout ce qui est mauvais dans le monde sont les Juifs. Et donc, c'est Goebbels dans l'Allemagne des années 1930, encore une fois, au moment où ils en arrivent à pousser ce petit garçon, cet homme adulte qui pousse un petit garçon, tu sais, au moment où ils en arrivent là, ils pensent qu'ils sont justifiés à cause de l'endoctrinement. Les gouvernements déclarent être contre l'antisémitisme, mais comment cela a-t-il pu arriver? En laissant des marches de haine se dérouler sous votre nez chaque semaine? Vous avez la gouverneure de New York qui a eu le culot de apparaître dans une vidéo et de dire qu'elle va être l'Esther des Juifs de New York. Esther n'a pas promu Aman, d'accord? Et vous, vous avez promu Mandani. C'est ça le problème. Incroyable, vraiment incroyable. Oh Seigneur, donne-nous de la force. Donc, mon salaud de la semaine, c'est cette fouine appelée Joe Kent, qui était le directeur du Centre national de lutte contre le terrorisme depuis juillet 2025. C'était un homme qui avait perdu sa femme lors d'une attaque de l'État islamique en Syrie, mais qui a quand même décidé d'annoncer publiquement sa démission. Parce qu'Israël a poussé l'Amérique dans cette guerre. Quelle est la véritable raison? Que se passe-t-il vraiment ici? Et voici ce qui se passe réellement ici. Il y a quelques mois, il a été identifié comme quelqu'un qui divulguait des informations classifiées. Il était sur le point d'être licencié et il allait faire l'objet d'une enquête, voire être arrêté. Et alors, qu'est-ce qu'il fait à la manière de Tucker Carlson? Il s'arrange pour rédiger cette lettre qui est bidon parce qu'elle va à l'encontre de tout ce qu'il a dit ces dernières années. Il n'a cessé de parler de la menace iranienne. Et donc, il fait ça publiquement. La minute suivante, il a déjà une tournée de podcasts, en commençant bien sûr par Tucker Carlson, qui va lui accorder une interview. Et donc, ce type a simplement rejoint le camp des antisémites en blâmant les Juifs pour tout.
Mais la vraie raison, c'est qu'il faisait l'objet d'une enquête pour avoir divulgué des informations classifiées. Donc, c'est une façon pour lui de devenir célèbre et riche en espérant finir en prison. Mais le meilleur, c'est Donald Trump, qui a tout simplement fait une chose très simple. Il a fait une capture d'écran d'un tweet de Joe Kent disant « Président Trump, occupez-vous de la menace du régime iranien ». Et avec ça, il l'a tout simplement achevé d'un seul coup. Et malheureusement, ces ordures sont partout. Ce sont des traîtres à leur propre pays. Et ce sont des fouines et des ordures pour faire ce que des milliers d'années d'antisémitisme ont fait et ce qui gangrène la société. Blâmer les Juifs. Et c'est une façon de ne jamais avoir à affronter quoi que ce soit vous-même. Et donc, Joe Kent, tu es mon ordure de la semaine. Et j'espère que très bientôt, tu seras une ordure derrière les barreaux. Amen. Très bien. Et maintenant, passons à nos héros de la semaine. D'accord? Avant que tu ne doives partir, Émilie, qui est ton héros cette semaine? Mon héros cette semaine, je serai bref car je dois partir, mais pas à cause d'un missile, juste parce que je dois y aller. Mes héros cette semaine sont les habitants du nord d'Israël, tout simplement à cause de leur détermination, de leur résilience face aux attaques de missiles continues. Et toute la violence que nous avons vue depuis plus de 2 ans, de l'Iran, du Liban, de pratiquement tous les fronts auxquels ils ont dû faire face ici. Et malgré tout cela, ils sont toujours là. Ils tiennent toujours bon et sont déterminés à en finir une bonne fois pour toutes, à se débarrasser du Hezbollah et à s'assurer que le magnifique nord, la belle vue que vous voyez derrière moi, soit en sécurité. Ce sont donc mes héros de la semaine. Amen. Ce sont de vrais héros. Prends soin de toi, Émilie. Alors, Shoshana, qui est ton héros cette semaine? D'accord, mes héros sont Mahmoud et Mamduk. J'espère que je prononce bien leur nom. Par ailleurs, je ne sais pas s'ils sont des Arabes israéliens ou des Palestiniens. C'est très difficile de comprendre exactement les nuances, rien qu'à partir du reportage. Mais apparemment, ils étaient assignés à résidence à Arad. Pourquoi? Je ne sais pas encore. Le reportage ne l'a pas dit. Mais comme c'est très typique en Israël, ils ont entendu l'explosion à Arad, ce qui était évidemment un impact direct. Et ils ont quitté leur assignation à résidence et sont allés secourir des femmes et des enfants juifs. Puis ils ont été blessés, hospitalisés et sans doute renvoyés en assignation à résidence. L'entretien avec eux est magnifique. Ils disent « Nous étions assignés à résidence, mais peu importe. Nous avons couru et vu des gens blessés. J'espère qu'on pourra ajouter des sous-titres en anglais. J'ai pris les bébés à la mer et couru dehors, puis je suis retourné l'aider. Tout cela dans leur hébreu approximatif. » Et mon Dieu, c'est vraiment ce qu'on a de meilleur, tu sais. C'est merveilleux de dire que ce sont mes héroïnes de la semaine, celles qui ont aidé ces mères et enfants juifs, même si elles risquaient de gros ennuis. Je craque, j'adore ça. C'est comme j'adore ça. C'est ça l'humanité. Même nos criminels ont une bonne boussole morale. Ça veut tout dire, même nos criminels. C'est génial, Shoshana. Super histoire. Gant, qui est ton héros cette semaine? Je suis excitée parce que c'est la première fois que je nomme un héros de cette façon. Mon héros cette semaine, c'est l'armée de l'air de Tsahal. Et ce n'est pas seulement à cause de nous, c'est aussi pour la façon dont ils protègent Israël et nous protègent avec le dôme de fer, le KED et tout le reste. C'est parce qu'ils réalisent mon souhait d'aller à Téhéran et de revenir tout le temps. Et aussi, ils protègent le peuple iranien. À chaque frappe, ils réussissent à être aussi précis que possible pour ne pas blesser les civils iraniens. Et vous savez, la façon dont je parle avec les gens, et ils me disent simplement « non, c'est bon ». Ils n'ont rien à voir avec nous. Et je me dis « oh, c'est incroyable » parce qu'ici, j'entends juste un boom qui vient du dôme de fer et je deviens folle. Hier, la pluie et le tonnerre m'ont fait revivre mon stress post-traumatique. J'étais très effrayée. Et ils sont en Iran et ils n'ont pas peur de l'armée de l'air étrangère au-dessus de leur tête. Et c'est tout simplement incroyable. Et merci à l'armée de l'air et à chaque personne là-bas qui aide à libérer le monde de ce régime vraiment cruel. Incroyable. Notre armée de l'air est vraiment la meilleure armée de l'air au monde.
Top Gun n'a rien à voir avec notre Hamza, avec nos hommes et femmes formidables qui volent dans le ciel d'Iran. Et j'ai adoré quand Peter X a dit que la seule chose que les Iraniens voient quand ils lèvent les yeux, ce sont la bannière étoilée ou l'étoile de David. J'ai adoré ça. Quel merveilleux moment patriotique c'était. Ce sont vraiment des héros. Merci beaucoup, Sagan Farhadi. Maintenant, mes héros sont la République du Somaliland. Pourquoi? Tout d'abord, parce que c'est un pays qui va devenir un partenaire stratégique très important pour Israël à l'avenir. Ils occupent une position stratégique. Ils se trouvent au carrefour de routes commerciales cruciales. En ce moment, nous sommes tous, vous savez, en train de nous inquiéter du détroit d'Ormuz, mais ils sont au cœur d'une route commerciale essentielle reliant la mer Rouge, le canal de Suez et la Méditerranée. Nous les reconnaissons. Ils se sont opposés à la Somalie, très toxique et djihadiste, qui a causé tant de problèmes et tué tant de ses propres habitants. Ils sont vraiment un atout stratégique pour nous. Ils parlent ouvertement de leur soutien à Israël. Ils marchent tous avec des drapeaux israéliens. Mais ce qui m'a vraiment fait les admirer cette semaine, c'est qu'ils sont maintenant en train de troller Ilhan Omar. Ils parlent du fait qu'elle est essentiellement la fille d'un criminel de guerre somalien. Son vrai nom, vous savez, ils ont consulté les documents et ils ont découvert que son vrai nom n'était pas Omar, mais Elmi, et que son frère et son père utilisent plusieurs noms dans différents pays pour pouvoir fuir, et que ce sont des personnes qui ont commis des crimes de guerre en Somalie. Et donc, j'adore le fait qu'ils ne soient pas seulement, vous savez, ouvertement pro-Israël. Non seulement ils sont un phare des valeurs occidentales au milieu de cette terrible région, vous savez, au nord de la Somalie, mais qu'ils provoquent ceux qui nous provoquent. Que Dieu bénisse le Somaliland. Nous sommes très heureux d'être alliés et nous voyons un avenir très prometteur ensemble. Donc, ce sont mes héros cette semaine. Et sur cette note, nous prions pour que d'ici à la semaine prochaine, nous ayons la paix et le calme, que les gardiens de la révolution islamique soient renversés et que le peuple iranien soit libre. Nous souhaitons donc toute la sécurité possible et des bénédictions à tous ceux qui sont du bon côté de ce conflit et à la semaine prochaine.